Je loue par hasard ou par accident, du moins par accident parce que c'était pas un hasard, Shining à la place de Superman 2. Je comprends très vite, dès que je mets la cassette, que c'est pas le bon film, mais je suis tellement pétrifié de peur dès les premières images que c'est impossible pour moi d'aller jusqu'au magnétoscope et d'arrêter la cassette. Ce que j'ai découvert avec ces premières peurs, très jeune, c'est en fait la capacité incroyable d'immersion, en fait, d'oublier que le monde existe et d'être complètement aspiré dans une histoire. Ce moment où en fait on oublie, on rentre, on traverse l'écran, on traverse le livre, on oublie qu'on est là et que quelqu'un nous raconte, on rentre dans une histoire et on vit une expérience presque à la première personne. Et c'est ça, à mon avis, qui m'a beaucoup plu et c'est ça qui m'a donné envie plus tard donc, de faire ce type de film. Ça part en général d'une idée de situation. Et si il m'arrivait quelque chose comme ça, et si tout d'un coup quelqu'un essayait de rentrer dans ma maison, et si le métro s'arrêtait et j'étais coincé toute une nuit dans un tunnel, et s'il y avait un ouragan et tout d'un coup des alligators rentraient dans ma maison avec l'inondation. On ne fait pas vraiment peur avec du sang et des monstres et des choses. Ce qui fait vraiment peur, c'est les personnages. C'est les personnages qui vont avoir peur et auxquels on va s'identifier. C'est pas la taille de la météorite ou la boule de feu ou peu importe ce qui va tomber qui va être l'élément qui va faire peur, c'est d'avoir peur avec les gens qui vont courir pour l'éviter. Et en tout cas, de mon côté, je sais qu'il y a d'autres gens qui font un cinéma d'horreur d'une autre manière. En tout cas, moi, ça a toujours été mon approche. Et ensuite, quand vous arrivez sur le plateau, au tournage, comment ça se passe? Alors, il y a plein de petites formules, le jumpscare, le faux jumpscare, le double jumpscare. Un jumpscare, c'est un sursaut. C'est l'équivalent de l'éclat de rire général dans une comédie. C'est-à-dire que c'est le moment où tout le monde va avoir un sursaut en même temps. Et c'est assez fabuleux hein, quand on est dans une salle de cinéma et qu'il y a un vrai jumpscare. Il y a vraiment 300 personnes, 400 personnes à l'unisson qui, au même moment, à la même microseconde, vont bondir de leur siège. Et voilà, c'est indéniable comme réaction. En fait, c'est la peur la plus, la plus simple. C'est celle qu'on fait quand on est caché derrière une porte et qu'on attend que quelqu'un passe et on va lui faire « pouf » et la personne va sursauter. C'est vraiment aussi con que ça. Mais en fait, on les utilise quand ils sont logiques, quand ils arrivent d'une manière organique, d'une manière naturelle en fait dans une histoire. C'est-à-dire que si on les force, on ne peut plus faire le chat qui te saute au visage, le pigeon qui s'envole. Bon, c'est des choses qui sont un peu trop faciles. Donc il faut toujours réinventer, toujours trouver. Et moi, c'est un des trucs qui me plaît le plus dans ce type de cinéma. C'est en fait cette idée toute bête que quand on va voir un film d'horreur, quand on va voir un film de peur, quand on va voir un thriller, on ne vient pas neutre, vierge. On a plein d'autres films qu'on a vus qui nous ont un petit peu conditionnés à avoir certains réflexes et certaines réactions. C'est-à-dire qu'on sait qu'après une musique de suspense, il va y avoir un jump, qu'il va y avoir un sursaut. On sait qu'en général, si c'est pas là, ça va être dans le reflet du miroir et quand la porte du frigo va se fermer, il va y avoir quelqu'un. Bref, tous ces éléments un petit peu classiques. Et c'est parce qu'on sait tout ça que le rôle du réalisateur, le rôle du scénariste, c'est justement de ne pas oublier et de réinventer. Et c'est là où ça devient vachement intéressant, c'est qu'on va devoir, film après film, réfléchir et se dire, voilà, c'est ça qu'ils attendent, c'est pas ça qu'on va faire. On va faire autre chose. Mais évidemment, avec les cycles, on revient toujours à un moment donné, à 10 ans avant, 15 ans avant. Et là, par exemple, on a passé une petite décennie où le jumpscare était un petit peu passé de mode. C'était un petit peu même vulgaire de faire du jumpscare. Et là, j'ai l'impression que ça revient en force. Voilà. C'est normal, c'est les cycles qui se reproduisent les uns après les autres. La musique, c'est pas la moitié, mais c'est presque la moitié de ce type de film. C'est-à-dire que c'est vraiment... La musique, elle est là pour... c'est comme une écriture parallèle qui va être une sorte de baromètre de l'émotion
d'être à l'intérieur du personnage. C'est comme une sorte de voix off inconsciente où tout d'un coup on ne va pas entendre ce que pense le personnage, mais on va ressentir ce que ressent le personnage à travers la musique. Et évidemment, c'est évidemment un élément pour nous pour manipuler le spectateur et pour lui faire peur, où évidemment on va créer des fausses pistes, des fausses montées de suspense qui n'amènent à rien, mais évidemment derrière il va y avoir quelque chose d'autre qui va faire sursauter. Mais finalement, la musique, elle existe aussi par les silences qu'elle crée. C'est-à-dire qu'une musique de film, elle est essentielle évidemment, mais son intensité, son rôle va aussi exister par rapport au silence qu'il va y avoir entre. Je pense que le silence dans le cinéma de genre et de peur est tout aussi important en fait que le bruit, que la musique ou que les effets de son qu'on va créer. Le cinéma de genre, c'est vraiment un cinéma de contraste en fait, c'est un cinéma d'opposé. On oppose la lumière à la nuit, on oppose le bruit au silence. On est vraiment dans des oppositions fortes pour justement créer du contraste et créer un sentiment d'insécurité quelque part, à un moment où on ne sait pas, tout est possible. Et donc on est vraiment agrippé à son siège. Et ce contraste, parfois, il est créé aussi avec des sons de type la respiration qu'on entend très très fort. Enfin, c'est pas naturel, on ne devrait pas l'entendre aussi fort, mais ça participe à créer à être encore plus avec le personnage et à se mettre dans le même état que lui. C'est un cinéma qui va tellement sur une expérience viscérale des choses que tout change. Les sons deviennent extrêmement forts, la musique devient très didactique parfois, l'obscurité devient encore plus sombre, la lumière devient, les contrastes évidemment augmentent, mais il y a un objectif. Et cet objectif-là, c'est de passer à travers cette expérience. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir peur de la même manière, ou qu'on peut autant avoir peur quand on regarde un film sur une plateforme chez soi que quand on est avec 300 personnes dans une salle de cinéma? C'est très compliqué. J'aimerais dire c'est la salle, sans aucun doute. Mais je mentirais parce que quelques-unes de mes plus grosses peurs, je les ai eues tout seul sur mon canapé. Mais je les ai eues aussi en salle. Je veux dire, c'est un peu les deux. Et puis quand j'y réfléchis, finalement, j'ai été terrifié aussi en lisant des Stephen King dans un bus. Et donc je pense que c'est la qualité de la manière dont l'histoire va être contée et comment ça va être raconté qui fait en fait la peur. Et ensuite, si on le regarde sur un grand écran, c'est génial. Si on le regarde chez soi, ça peut être bien aussi. Mais quand même, je dois dire que quand on rentre dans une salle, pour voir un film qui fait vraiment peur et le film vient d'être passé à la séance précédente et qu'on sent encore la chaleur dans la salle, des gens qui ont eu peur, qui se sont vraiment, qui ont été tendus pendant 1h30, il y a quelque chose de magique où on a l'impression quand même et puis d'être avec plein de gens autour et de sentir cette tension, ce moment, de voir les gens qui se cachent ou qui se bouchent les oreilles, c'est toujours fascinant.